Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et profitez bien de ce voyage. Nous allons traverser ensemble plus de 1000 ans d'histoire dans un pays qui semble minuscule sur une carte moderne, mais dont le destin a été façonné par les empires les plus puissants d'Europe. Un territoire qui a survécu aux guerres, aux invasions, aux découpages dynastiques et qui est devenu, contre toute attente, l'un des États les plus riches et les plus stables du monde. Comment un simple château sur un rocher a-t-il donné naissance à une nation souveraine ? Pourquoi ce petit territoire n'a-t-il jamais été complètement absorbé par ses voisins géants ? Qu'est-ce qui a permis au Luxembourg de traverser les siècles sans disparaître, alors que tant d'autres principautés ont été effacées de la carte ? La réponse commence bien avant l'existence même du Luxembourg. À une époque où les Romains construisaient des routes à travers les forêts de l'Ardenne, où les tribus celtes et germaniques se disputaient les vallées fertiles, et où personne n'aurait pu imaginer qu'un jour, sur cette terre, naîtrait un État indépendant. Avant que le nom Luxembourg n'existe, cette région était déjà traversée par les hommes. Les Romains avaient établi des routes stratégiques, des postes militaires, des villas. Ils appelaient cette zone la Gaule belgique, un territoire frontalier entre le monde latin et les terres germaniques. Les légions passaient ici en marche vers le Rhin, transportant du vin, du blé, des armes. On entendait le claquement des sandales sur les pierres, le hennissement des chevaux, les ordres criés en latin. Puis, au 5e siècle, l'Empire romain s'effondre. Les légions se retirent, les routes se vident, les forêts reprennent leurs droits. Les tribus franques descendent du nord, s'installent dans les vallées, brûlent les anciennes villas, construisent des fermes en bois. Le christianisme arrive lentement, porté par des moines itinérants qui fondent des monastères dans les clairières. La région devient une mosaïque de petits domaines, de seigneurs locaux, de communautés paysannes qui vivent au rythme des saisons. Il n'y a pas encore de frontières claires, pas de capitale, pas de dynastie. Juste des hommes qui cultivent la terre, élèvent des moutons, forgent des outils, prient dans des églises en pierre brute. Puis, en 963, un homme change tout. Il s'appelle Sigefroi et il est comte. Il n'est pas roi, pas empereur, juste un noble ambitieux qui cherche à étendre son pouvoir dans une Europe en pleine recomposition. L'empire carolingien s'est fragmenté et les seigneurs locaux se disputent chaque colline, chaque rivière, chaque moulin. Sigefroi comprend quelque chose que beaucoup d'autres n'ont pas encore saisi. Dans ce monde instable, la géographie est tout. Celui qui contrôle les hauteurs, les passages, les routes, contrôle le pouvoir. Il achète un rocher. Un promontoire rocheux qui domine la vallée de l'Alzette, un endroit stratégique où les marchands passent, où les armées doivent traverser. Il paie les moines de l'abbaye de Saint-Maximin de Trèves qui possèdent ces terres. Le contrat est signé, l'accord est scellé. Sigefroi fait construire un château sur ce rocher. On l'appelle Lucinin-Burruc, ce qui signifie, dans la langue franque, le petit château. Personne ne sait encore que ce nom deviendra celui d'un pays. Le château est petit, mais solide. Des murs épais, des tours carrées, une palissade en bois renforcée de pierre. Sigefroi y installe une garnison, des serviteurs, des artisans. Autour du château, un village se forme. Des forgerons, des boulangers, des tisserands s'installent à l'ombre des murailles. Les marchands qui passent par la route doivent payer un péage. Les paysans des environs viennent vendre leurs récoltes au marché. Le château devient un point de convergence, un centre de pouvoir. Sigefroi ne se contente pas de défendre ce lieu, il l'étend. Il conquiert les terres voisines, soumet d'autres seigneurs, marie ses enfants à des familles influentes. En quelques décennies, la maison de Luxembourg devient une dynastie respectée. Ses descendants portent des titres de comte, puis de duc. Ils construisent d'autres châteaux, d'autres forteresses. Ils fondent des abbayes,
finance des églises, attire des moines et des érudits. Le petit château sur le rocher devient le cœur d'un territoire en expansion. Mais le Luxembourg n'est pas seul. Autour de lui, d'autres puissances grandissent. À l'ouest, le royaume de France consolide son pouvoir. À l'est, le Saint-Empire romain germanique rassemble des dizaines de principautés sous l'autorité théorique de l'empereur. Au nord, les Pays-Bas bourguignons deviennent un pôle commercial et artistique majeur. Le Luxembourg est pris entre ces géants. Sa survie dépend de son habileté diplomatique, de sa capacité à naviguer entre les alliances, les mariages, les traités. Les comtes de Luxembourg deviennent des joueurs clés dans le grand jeu européen. Ils marient leurs filles au roi de Bohême, leurs fils aux duchesses de Brabant. Ils envoient des ambassadeurs à Rome, négocient avec les papes, financent des croisades. Certains d'entre eux deviennent des figures de premier plan. Henri VII, comte de Luxembourg, est élu empereur du Saint-Empire en 1308. Il voyage à travers l'Europe, impose son autorité, couronne son fils, Jean, roi de Bohême. Jean, surnommé l'Aveugle, devient une légende. Il perd la vue dans une bataille, mais continue à combattre, attaché à son cheval par des chaînes, guidé par ses écuyers. Il meurt à la bataille de Crécy en 1346, aux côtés du roi de France, contre les Anglais. Sa mort est célébrée comme celle d'un héros. Son fils, Charles IV, devient empereur à son tour et transforme Prague en l'une des plus belles villes d'Europe. Pendant ce temps, le Luxembourg lui-même reste un territoire modeste. Il n'a ni grande armée, ni richesses immenses. Ses ressources viennent de l'agriculture, de la métallurgie, des péages sur les routes commerciales. Ses villes sont petites, Luxembourg, Echternach, Diekirch. Ses campagnes sont parsemées de fermes, de moulins, de forêts où l'on chasse le sanglier. Les hivers sont rudes, les étés courts. Les paysans cultivent le seigle, l'orge, élèvent des porcs et des vaches. Les artisans travaillent le fer extrait des mines locales. Les moines copient des manuscrits dans les scriptoriums. La vie est lente, répétitive, rythmée par les cloches des églises. Mais sous cette apparente tranquillité, les tensions couvent. Les seigneurs locaux se disputent les terres, les droits de justice, les revenus des péages. Les comtes de Luxembourg doivent constamment affirmer leur autorité, réprimer les révoltes, négocier avec les villes qui réclament plus d'autonomie. En 1354, le comté de Luxembourg est élevé au rang de duché par l'empereur Charles IV. C'est une promotion symbolique, mais importante. Le duc de Luxembourg a désormais un statut plus élevé dans la hiérarchie féodale. Il peut lever des impôts, rendre la justice, frapper monnaie. Le duché attire des immigrants, des commerçants, des artisans. La ville de Luxembourg se fortifie, construit de nouvelles murailles, creuse des fossés, érige des tours. Puis vient le temps des Bourguignons. Au XVe siècle, les ducs de Bourgogne, une branche cadette de la famille royale française, deviennent les princes les plus riches et les plus puissants d'Europe. Ils contrôlent une mosaïque de territoires. La Bourgogne proprement dite, la Flandre, le Brabant, la Hollande, la Zélande. Leur cour à Bruxelles et à Dijon est célèbre pour son luxe, ses banquets, ses tournois, ses tapisseries. Les ducs de Bourgogne veulent agrandir leurs possessions, créer un État unifié entre la France et l'Allemagne. Le Luxembourg devient une cible. En 1443, le duc Philippe le Bon achète le duché de Luxembourg. Ce n'est pas une conquête militaire, mais une transaction financière. La duchesse Élisabeth de Görlitz, endettée et sans héritier, vend ses droits au duc de Bourgogne. Le Luxembourg passe ainsi sous contrôle bourguignon. Pour les habitants, cela change peu de choses au début.
Les impôts restent les mêmes, les lois locales sont respectées, les seigneurs gardent leurs privilèges. Mais progressivement, l'administration bourguignonne s'installe. Des fonctionnaires flamands arrivent, parlant néerlandais et français. Des garnisons bourguignonnes occupent les forteresses. Les marchands de Bruges, de Gand, d'Anvers viennent commercer à Luxembourg, apportent des draps de laine, des épices, des vins du Rhin. La ville de Luxembourg devient un maillon dans le réseau commercial bourguignon. On y construit de nouvelles maisons en pierre, des halles pour les marchés, des chapelles gothiques. Les artisans luxembourgeois apprennent les techniques flamandes, travaillent le cuivre, le bronze, fabriquent des cloches, des canons. La culture bourguignonne pénètre. On parle français à la cour, on porte des vêtements à la mode de Bruxelles, on lit des romans de chevalerie. Mais l'État bourguignon est fragile. En 1477, le duc Charles le Téméraire meurt à la bataille de Nancy, tué par les Suisses. Son corps est retrouvé dans la neige, dévoré par les loups. Sa fille, Marie de Bourgogne, hérite de ces territoires, mais elle est jeune, inexpérimentée, et le roi de France, Louis XI, veut s'emparer de l'héritage bourguignon. Marie se marie rapidement avec Maximilien d'Autriche, fils de l'empereur germanique. Ce mariage change tout. Les Pays-Bas bourguignons, dont fait partie le Luxembourg, passent sous contrôle des Habsbourg d'Autriche. C'est le début d'une longue domination autrichienne qui durera, avec des interruptions, jusqu'au XVIIIe siècle. Les Habsbourg sont une dynastie immense, qui règne sur l'Autriche, l'Allemagne, l'Espagne, les colonies américaines. Pour eux, le Luxembourg n'est qu'une petite pièce dans un puzzle gigantesque. Mais c'est une pièce stratégique, située aux frontières de la France, sur la route qui mène de Bruxelles à Vienne. Les Habsbourg fortifient Luxembourg, y installent des gouverneurs, y envoient des troupes. La ville devient une place forte, l'une des plus puissantes d'Europe. On l'appelle la Gibraltar du Nord. Les fortifications de Luxembourg sont un chef-d'œuvre d'ingénierie militaire. Des ingénieurs espagnols, italiens, français, néerlandais y travaillent pendant des décennies. Ils creusent des tunnels dans le rocher, construisent des casemates souterraines, érigent des bastions, des contrescarpes, des glacis. La ville devient un labyrinthe de pierre et de terre, avec 3 ceintures de murailles, des fossés profonds, des ponts-levis, des portes fortifiées. En temps de guerre, Luxembourg peut résister à des mois de siège. Les soldats s'y entraînent, les canons y sont alignés, les magasins regorgent de poudre, de balles, de vivres. Mais cette puissance militaire a un prix. Les habitants de Luxembourg vivent dans une ville-caserne, où la moindre ruelle est surveillée, où les civils doivent cohabiter avec les garnisons, où les impôts servent à entretenir les murailles. Les paysans des environs doivent fournir de la nourriture, du bois, des chevaux pour l'armée. Les artisans travaillent pour les besoins militaires, forger des armes, coudre des uniformes, fabriquer des charrettes. La vie est dure, disciplinée, rythmée par les tambours et les exercices militaires. Et puis viennent les guerres. Le XVIe et le XVIIe siècle sont des époques de conflits permanents en Europe. Les guerres de religion déchirent le continent entre catholiques et protestants. Les Habsbourg, champions du catholicisme, combattent les princes protestants en Allemagne, les Huguenots en France, les calvinistes aux Pays-Bas. Le Luxembourg est catholique, fidèle aux Habsbourg, et il paye le prix de cette loyauté. Les armées protestantes traversent le territoire, pillent les villages, brûlent les récoltes. Les paysans fuient dans les forêts, se cachent dans les grottes. Les villes ferment leurs portes, se barricadent. En 1635, pendant la guerre de 30 ans, une armée française assiège Luxembourg. Le siège dure plusieurs mois. Les canons bombardent les murailles jour et nuit. Les défenseurs manquent de nourriture, d'eau, de munitions. Finalement, la ville capitule. Les Français entrent,
occupe Luxembourg, y installe une garnison. Mais 20 ans plus tard, les Espagnols la reprennent. Puis, en 1684, les Français reviennent, dirigés par le maréchal de Créqui. Cette fois, le siège est encore plus violent. Les bombes tombent sur la ville, détruisent des maisons, tuent des civils. Les Français prennent Luxembourg et Louis XIV, le roi Soleil, décide d'en faire une forteresse imprenable. Il envoie son ingénieur star, Vauban, pour moderniser les fortifications. Vauban transforme Luxembourg en un modèle de défense moderne, avec de nouveaux bastions, de nouvelles casemates, de nouveaux fossés. La ville devient l'une des places fortes les plus célèbres d'Europe. Mais en 1697, la France doit rendre Luxembourg aux Habsbourg espagnols, selon les termes du traité de Ryswick. La ville change de main une nouvelle fois. Les habitants sont épuisés. Ils ont vécu des décennies de guerre, de sièges, de pillages. La population a diminué, les villages sont en ruine, les champs sont abandonnés. Pourtant, Luxembourg survit. Il survit parce qu'il est stratégique, parce que toutes les grandes puissances veulent le contrôler, et qu'aucune ne peut le laisser aux mains d'un rival. Au XVIIIe siècle, la guerre de succession d'Espagne éclate. L'Espagne n'a plus d'héritier, et toute l'Europe se bat pour savoir qui prendra sa place. Finalement, en 1714, le traité d'Utrecht attribue les Pays-Bas espagnols, dont le Luxembourg, aux Habsbourg d'Autriche. C'est le début de la période autrichienne proprement dite. Marie-Thérèse, impératrice d'Autriche, règne sur un empire immense, et le Luxembourg en fait partie. Sous son règne, et celui de son fils Joseph II, des réformes éclairées sont mises en place. On construit des routes, on améliore l'agriculture, on encourage l'éducation. Les jésuites fondent des collèges, enseignent le latin, les mathématiques, la philosophie. Les villes se développent, les bourgeois s'enrichissent, les artisans se spécialisent. Luxembourg devient un centre administratif et culturel, avec une aristocratie locale qui parle français, lit Voltaire, admire les philosophes des Lumières. Mais en 1789, tout bascule. La Révolution française éclate. Le roi Louis XVI est arrêté, puis exécuté. La France devient une république, puis un régime révolutionnaire radical. Les armées françaises, animées par un zèle patriotique et révolutionnaire, déferlent sur l'Europe. En 1794, elles atteignent le Luxembourg. Les troupes autrichiennes tentent de résister, mais elles sont débordées. Les Français prennent Luxembourg après un long siège. Cette fois, il ne s'agit plus d'une simple occupation militaire. Les révolutionnaires français abolissent les privilèges de l'aristocratie, confisquent les biens de l'Église, ferment les monastères, vendent les terres aux enchères. Le Luxembourg devient un département français, le département des forêts. Les lois françaises s'appliquent, le code civil, le système métrique, la conscription obligatoire. Les jeunes luxembourgeois sont enrôlés dans les armées de Napoléon Bonaparte, qui a pris le pouvoir en France en 1799. Ils partent combattre en Italie, en Égypte, en Allemagne, en Espagne, en Russie. Beaucoup ne reviendront jamais. Les paysans luxembourgeois détestent la conscription, détestent les impôts français, détestent les fonctionnaires qui parlent un français qu'ils ne comprennent pas toujours. Mais ils s'adaptent, comme ils l'ont toujours fait. Napoléon tombe en 1814, puis définitivement en 1815 après la bataille de Waterloo. L'Europe se réunit au Congrès de Vienne pour redessiner les frontières, restaurer les monarchies, établir un équilibre des pouvoirs. Le Luxembourg pose un problème. Personne ne veut le donner à la France, trop dangereuse. Mais l'Autriche n'en veut plus, trop loin, trop coûteux. Le roi des Pays-Bas, Guillaume Ier, propose une solution. Il prend le Luxembourg, mais en fait un grand-duché séparé, lié à sa couronne par une union personnelle.
c'est-à-dire que le roi des Pays-Bas devient grand-duc de Luxembourg, mais les deux États restent distincts. De plus, le Luxembourg entre dans la Confédération germanique, une alliance de 39 États allemands créée pour remplacer le Saint-Empire romain germanique. Une garnison prussienne est installée dans la forteresse de Luxembourg pour surveiller la frontière française. Le Luxembourg devient ainsi un État hybride, lié aux Pays-Bas par son souverain, membre de la Confédération germanique, occupé par les Prussiens et habité par une population qui parle majoritairement luxembourgeois, un dialecte germanique proche de l'allemand, mais qui utilise aussi le français comme langue administrative et culturelle. Cette situation complexe crée des tensions. Les Luxembourgeois ne se sentent ni néerlandais, ni allemands, ni français. Ils commencent à développer une identité propre, un sentiment d'appartenance à un territoire spécifique. En 1830, la Belgique se révolte contre les Pays-Bas et proclame son indépendance. Le Luxembourg est entraîné dans la révolte. La partie ouest du Grand-Duché, francophone et catholique, rejoint la Belgique. La partie est, plus germanophone, reste fidèle au roi des Pays-Bas. En 1839, le traité de Londres entérine cette partition. Le Luxembourg perd plus de la moitié de son territoire, qui devient la province belge de Luxembourg. Le Grand-Duché est réduit à 2586 km², à peu près sa taille actuelle. La population tombe à 170 000 habitants. C'est un coup dur. Mais c'est aussi un tournant. Le petit Luxembourg qui reste commence à se construire une identité nationale. Guillaume Ier, puis son fils Guillaume II, continuent à régner sur le Grand-Duché. Mais ils sont loin, à La Haye, occupés par les affaires néerlandaises. Le Luxembourg est gouverné par des fonctionnaires néerlandais qui ne connaissent pas le pays, ne parlent pas la langue, imposent des lois impopulaires. Les Luxembourgeois réclament plus d'autonomie. En 1848, l'année des révolutions en Europe, Luxembourg connaît aussi des troubles. Des libéraux réclament une constitution, une assemblée élue, des libertés civiles. Le grand-duc Guillaume II, vieillissant et pragmatique, accepte. En 1848, le Luxembourg obtient une constitution qui crée une chambre des députés élus, limite les pouvoirs du grand-duc, garantit certaines libertés. C'est une étape importante vers la démocratie, même si le suffrage reste censitaire, réservé aux hommes riches. Mais la question de la garnison prussienne reste épineuse. La forteresse de Luxembourg est toujours occupée par des milliers de soldats prussiens, ce qui irrite la population et complique la vie quotidienne. Les Prussiens considèrent Luxembourg comme une position stratégique face à la France. Les Français, eux, veulent que la garnison parte et menacent même de reprendre Luxembourg si les Prussiens restent. En 1867, la crise éclate. Napoléon III, empereur des Français, propose au roi des Pays-Bas d'acheter le Luxembourg. Guillaume III, qui a succédé à son père, est tenté. Il a besoin d'argent, et le Luxembourg lui coûte cher sans lui rapporter grand-chose. Mais la Prusse s'oppose catégoriquement. Le chancelier prussien Otto von Bismarck ne veut pas voir la France s'étendre vers l'Est. La tension monte. On parle de guerre entre la France et la Prusse. Finalement, une conférence internationale se réunit à Londres en mai 1867. Les grandes puissances trouvent un compromis. Le Luxembourg devient un État neutre et perpétuellement démilitarisé. La garnison prussienne se retire. Les fortifications de Luxembourg sont démantelées. La neutralité est garantie collectivement par les puissances européennes. Le roi des Pays-Bas reste grand-duc, mais le Luxembourg est désormais indépendant sur le plan international. C'est la naissance du Luxembourg moderne. Les habitants accueillent cette neutralité avec soulagement.
enfin, ils échappent aux garnisons étrangères, aux guerres, aux sièges. Les fortifications sont détruites, les fossés sont comblés, les remparts sont transformés en promenades. À la place des bastions, on plante des jardins, on construit des maisons, on ouvre des boulevards. La ville de Luxembourg change de visage, devient plus paisible, plus accueillante. Mais l'indépendance pose une question. Qui sont les Luxembourgeois ? Pendant des siècles, ils ont été sujets de différents empires, ont parlé plusieurs langues, ont subi l'influence de multiples cultures. Maintenant qu'ils sont un État séparé, ils doivent inventer une identité nationale. Le luxembourgeois, ce dialecte germanique parlé par le peuple, devient peu à peu un symbole d'unité. Les intellectuels, les poètes, les écrivains commencent à l'utiliser, à le valoriser. Edmond de La Fontaine, surnommé Dix, écrit des poèmes en luxembourgeois, célèbre les paysages du pays, les traditions populaires. Michel Lenz compose le texte de l'hymne national, Uns Emecht, qui signifie « notre patrie ». Les paroles évoquent les collines, les rivières, le ciel bleu, la fierté d'être luxembourgeois. L'hymne est chanté pour la première fois en public en 1864 et devient rapidement un symbole puissant. Parallèlement, le français reste la langue de l'administration, de l'éducation, de la culture savante. L'allemand est également enseigné, utilisé dans les journaux, dans l'Église. Le Luxembourg devient un pays trilingue, une spécificité qui persiste encore aujourd'hui. Cette diversité linguistique reflète l'histoire complexe du pays, ses multiples influences, son identité hybride. Sur le plan économique, le Luxembourg connaît une transformation spectaculaire au XIXe siècle. Des gisements de minerais de fer sont découverts dans le sud du pays, dans la région que l'on appelle le bassin minier, ou les terres rouges, à cause de la couleur rouille du sol riche en fer. À partir de 1850, des entrepreneurs commencent à exploiter ces gisements. Des hauts fourneaux sont construits, des aciéries, des laminoirs. La sidérurgie devient rapidement l'industrie dominante. Des milliers de travailleurs affluent. Des Luxembourgeois quittent les campagnes pour les usines, mais aussi des Italiens, des Portugais, des Allemands, des Belges, attirés par les emplois. Les villes du sud, comme Esch-sur-Alzette, Differdange, Dudelange, explosent démographiquement. Esch, qui n'était qu'un village, devient la deuxième ville du pays. Les cheminées des usines crachent de la fumée jour et nuit. Le fer luxembourgeois est exporté vers la Belgique, la France, l'Allemagne. Le pays s'enrichit rapidement. Des dynasties industrielles se forment, les Metz, les Mayrisch, les Pescatore. Ces familles construisent des empires sidérurgiques, investissent dans les chemins de fer, dans les banques, dans l'immobilier. Elles financent aussi des œuvres sociales, des écoles, des hôpitaux. Émile Mayrisch, l'un des industriels les plus influents du début du XXe siècle, crée des logements ouvriers, des bibliothèques, soutient les arts. Sa femme, Aline Mayrisch de Saint-Hubert, tient un salon littéraire où se rencontrent des écrivains comme André Gide, Rainer Maria Rilke, Paul Valéry. Le Luxembourg, ce petit pays coincé entre la France et l'Allemagne, devient un lieu de rencontre culturelle, un pont entre les mondes latin et germanique. En 1890, Guillaume III meurt sans héritier mâle. Sa fille, Wilhelmine, hérite du trône des Pays-Bas, mais selon les lois de succession du Luxembourg, une femme ne peut pas régner. Le grand-duché passe donc à une autre branche de la famille, celle de Nassau-Weilbourg. Adolphe de Nassau devient grand-duc. C'est un vieil homme, il a 73 ans, mais son règne, bien que bref, marque une étape importante. Pour la première fois depuis des siècles, le Luxembourg a un souverain qui réside sur place, qui s'intéresse au pays, qui parle aux Luxembourgeois.
Adolphe meurt en 1905 et son fils, Guillaume IV, lui succède. Guillaume IV épouse Marie-Anne de Portugal et ils ont 6 filles. L'aînée, Marie-Adélaïde, devient la première femme à régner sur le Luxembourg, après une modification de la loi de succession. Elle monte sur le trône en 1912, à l'âge de 18 ans. Elle est jeune, inexpérimentée, mais déterminée. Malheureusement, 2 ans plus tard, la Première Guerre mondiale éclate. Le Luxembourg est neutre. Sa neutralité a été garantie en 1867. Mais en août 1914, l'Allemagne envahit la Belgique pour attaquer la France, et au passage, elle occupe aussi le Luxembourg. Les troupes allemandes entrent sans combattre, car le Luxembourg n'a pas d'armée. La grande-duchesse Marie-Adélaïde proteste, mais elle ne peut rien faire. Le pays est occupé pendant 4 ans. Les Allemands réquisitionnent les ressources, contrôlent les chemins de fer, surveillent les communications. Les Luxembourgeois vivent sous occupation, subissent les privations, la censure, les arrestations. Marie-Adélaïde adopte une attitude ambiguë. Elle reçoit l'empereur allemand Guillaume II au château, ce qui est interprété par certains comme une collaboration. D'autres estiment qu'elle cherche simplement à protéger son peuple en ménageant l'occupant. Quoi qu'il en soit, cette attitude lui coûte cher. En 1918, l'Allemagne perd la guerre. Les troupes allemandes se retirent du Luxembourg. Mais une partie de la population luxembourgeoise, notamment les socialistes et les libéraux, réclame l'abdication de Marie-Adélaïde, accusée d'avoir été trop proche des Allemands. En janvier 1919, elle abdique en faveur de sa sœur Charlotte. Charlotte, âgée de 23 ans, devient grande-duchesse. Elle est populaire, discrète, et surtout, elle n'est pas associée aux compromissions de la guerre. Le Luxembourg sort profondément bouleversé de la Première Guerre mondiale. La neutralité, censée protéger le pays, n'a servi à rien. Les Luxembourgeois comprennent qu'être neutre ne suffit pas quand les grandes puissances décident de vous envahir. Un référendum est organisé en 1919 pour décider de l'avenir du pays. Plusieurs options sont proposées. Rester indépendant, rejoindre la France, rejoindre la Belgique, devenir une république. La majorité des Luxembourgeois votent pour le maintien de l'indépendance et de la monarchie, mais sous la forme d'une union économique avec la Belgique ou la France. Finalement, en 1921, le Luxembourg et la Belgique forment une union économique, l'UEBL, Union économique belgo-luxembourgeoise. Les 2 pays partagent une monnaie commune, suppriment les barrières douanières entre eux, coordonnent leurs politiques économiques. Cette union durera jusqu'à ce que l'euro remplace les monnaies nationales en 2002. Entre les 2 guerres, le Luxembourg continue de prospérer grâce à la sidérurgie. Les usines tournent à plein régime, exportent de l'acier partout en Europe. Le pays attire des immigrants, construit des infrastructures, développe son réseau ferroviaire, ses écoles, ses hôpitaux. La grande-duchesse Charlotte épouse le prince Félix de Bourbon-Parme et ils ont 6 enfants, assurant ainsi la succession. La famille grand-ducale devient un symbole de stabilité et de continuité. Mais en septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Le Luxembourg proclame immédiatement sa neutralité, espérant éviter le sort de 1914. Mais le 10 mai 1940, l'Allemagne nazie lance son offensive à l'ouest. Les troupes allemandes traversent la frontière luxembourgeoise à l'aube, sans déclaration de guerre. Cette fois, il n'y a aucune ambiguïté. La grande-duchesse Charlotte, le gouvernement, la famille grand-ducale fuient en exil. Charlotte quitte le pays avec ses enfants, se réfugie d'abord en France, puis au Portugal, puis en Angleterre, et enfin au Canada et aux États-Unis. Depuis l'exil, elle parle à la radio, encourage les Luxembourgeois à résister, maintient le symbole de la souveraineté luxembourgeoise. Son départ et son refus de collaborer sont cruciaux. Contrairement à 1914, il n'y a aucune confusion sur la légitimité du pouvoir.
le Luxembourg occupé n'a pas de gouvernement collaborateur reconnu. Les Allemands annexent purement et simplement le territoire, le rattachent au Troisième Reich, imposent les lois nazies, la conscription, la germanisation forcée. Les Luxembourgeois sont déclarés citoyens allemands, doivent parler allemand, sont enrôlés dans la Wehrmacht. Le luxembourgeois et le français sont interdits. Les écoles enseignent l'idéologie nazie. Les juifs luxembourgeois, environ 3000 personnes, sont persécutés, déportés, assassinés. Très peu survivent. La population résiste comme elle peut. En 1942, une grève générale éclate contre la conscription forcée. C'est l'une des rares grèves de ce type en Europe occupée. Les nazis répriment brutalement. Des centaines de personnes sont arrêtées, certaines exécutées, d'autres déportées dans des camps de concentration. Mais la grève prouve que les Luxembourgeois ne se soumettent pas passivement. Des réseaux de résistance se forment, sabotent les infrastructures, aident les alliés, cachent des déserteurs. Des milliers de jeunes luxembourgeois, enrôlés de force dans l'armée allemande, désertent à la première occasion, rejoignent les alliés ou se cachent. En septembre 1944, les troupes américaines libèrent Luxembourg. La grande-duchesse Charlotte rentre triomphalement en avril 1945. Les rues sont pavoisées, la foule l'acclame. Elle est devenue, pendant l'occupation, le symbole vivant de la résistance luxembourgeoise. Son refus de collaborer, ses discours à la radio ont soudé la nation. Mais la guerre n'est pas encore finie. En décembre 1944, l'armée allemande lance une dernière offensive désespérée dans les Ardennes, la fameuse bataille des Ardennes. Le nord du Luxembourg est à nouveau envahi, pilonné par l'artillerie. Les villes comme Wiltz, Clairvaux, Vianden sont détruites. Les civils fuient, se réfugient dans les caves, dans les forêts. Les Américains résistent, contre-attaquent, repoussent les Allemands. En janvier 1945, le Luxembourg est définitivement libéré. Mais le prix est lourd. Des centaines de morts, des villes en ruine, des traumatismes profonds. Après la guerre, le Luxembourg tire les leçons de l'histoire. La neutralité a échoué 2 fois. Le pays décide d'adopter une nouvelle stratégie, l'intégration européenne et atlantique. En 1949, le Luxembourg devient membre fondateur de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, une alliance militaire dirigée par les États-Unis pour contrer l'Union soviétique. C'est un virage radical. Le petit Luxembourg neutre devient un allié militaire des grandes puissances occidentales. Mais c'est surtout dans la construction européenne que le Luxembourg joue un rôle décisif. Dès 1951, le Luxembourg rejoint la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CEK, créée par 6 pays, France, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Cette organisation met en commun la production de charbon et d'acier, les 2 matières premières essentielles pour faire la guerre. L'idée est simple, si les pays partagent ces ressources, ils ne pourront plus se faire la guerre. La CEK est dirigée par un Français, Jean Monnet, et un Luxembourgeois, Joseph Bech, ministre des Affaires étrangères pendant des décennies et l'un de ses architectes. Le siège de la CEK est installé à Luxembourg. C'est une reconnaissance du rôle du pays dans la réconciliation européenne. En 1957, les 6 pays signent le traité de Rome, créant la Communauté économique européenne, la CEE, ancêtre de l'Union européenne. Luxembourg accueille plusieurs institutions européennes, la Cour de justice, le secrétariat du Parlement européen, la Banque européenne d'investissement, Eurostat. La ville de Luxembourg devient une capitale européenne, attirant des fonctionnaires, des diplomates, des lobbyistes de toute l'Europe. En 1964, la grande-duchesse Charlotte abdique après 45 ans de règne. Elle passe le trône à son fils Jean. Le grand-duc Jean
règne jusqu'en 2000, un règne long et stable. Sous son règne, le Luxembourg se transforme radicalement. La sidérurgie, qui avait fait la richesse du pays, entre en crise dans les années 70. La concurrence asiatique, les chocs pétroliers, la surproduction mondiale frappent l'industrie de l'acier. Les usines ferment, des milliers d'ouvriers perdent leur emploi. Le sud du pays, autrefois prospère, sombre dans le chômage et la dépression. Le gouvernement luxembourgeois comprend qu'il faut diversifier l'économie. Une stratégie audacieuse est mise en place pour faire du Luxembourg une place financière internationale. Des lois favorables sont votées, secret bancaire, fiscalité avantageuse, réglementation souple. Les banques étrangères affluent, des fonds d'investissement s'installent. Le Luxembourg devient un centre de gestion de patrimoine, d'émission de titres, de services financiers. À la fin du XXe siècle, le secteur financier emploie plus de personnes que la sidérurgie n'en employait à son apogée. Les tours de verre et d'acier remplacent les hauts fourneaux. Le quartier de Kirchberg, autrefois un plateau agricole, devient un centre d'affaires ultra-moderne, avec des banques, des cabinets d'avocats, des institutions européennes. Le Luxembourg devient l'un des pays les plus riches du monde par habitant. Le PIB par habitant atteint des niveaux records. Mais cette richesse attire aussi des critiques. Le Luxembourg est accusé d'être un paradis fiscal, de faciliter l'évasion fiscale, d'attirer les entreprises avec des accords fiscaux secrets. En 2014, le scandale LuxLeaks éclate. Des milliers de documents confidentiels révèlent comment des multinationales comme Amazon, Pepsi, Ikea négocient des accords fiscaux avec le gouvernement luxembourgeois pour payer très peu d'impôts. Le scandale fait le tour du monde. Le Luxembourg est pointé du doigt, sa réputation écornée. Le gouvernement réagit en promettant plus de transparence, en signant des accords internationaux contre l'évasion fiscale. Mais le débat sur le modèle économique luxembourgeois reste vif. En 2000, le grand-duc Jean abdique en faveur de son fils Henri. Le grand-duc Henri règne encore aujourd'hui. Sous son règne, le Luxembourg continue de prospérer, mais aussi de se transformer. Le pays devient incroyablement cosmopolite. Sur environ 600 000 habitants, près de la moitié sont des étrangers, portugais, français, italiens, belges, allemands et des dizaines d'autres nationalités. Luxembourgville compte plus de 160 nationalités différentes. Les rues résonnent de toutes les langues. Les restaurants servent des cuisines du monde entier. Les écoles sont multilingues. Cette diversité est une richesse, mais aussi un défi. Comment maintenir une identité nationale quand la moitié de la population n'est pas luxembourgeoise ? Comment préserver le luxembourgeois, cette langue qui est le cœur de l'identité, quand tant de gens parlent français, anglais, portugais ? Ces questions hantent les débats politiques. En 2015, une proposition de réforme constitutionnelle incluant le droit de vote pour les résidents étrangers est rejetée par référendum. Les Luxembourgeois, inquiets de devenir minoritaires dans leur propre pays, votent non. Mais en même temps, le pays continue d'attirer des travailleurs, car l'économie en a besoin. Chaque jour, des dizaines de milliers de frontaliers viennent travailler au Luxembourg depuis la France, la Belgique, l'Allemagne. Ils représentent près de la moitié de la main-d'œuvre. Sans eux, l'économie luxembourgeoise s'effondrerait. Le Luxembourg est devenu une sorte de ville-État, une cité-État moderne où convergent les flux de capitaux, de marchandises, de personnes. Sur le plan politique, le Luxembourg est une démocratie stable, avec un système parlementaire. Le grand-duc est le chef de l'État, mais ses pouvoirs sont largement symboliques. Le vrai pouvoir appartient au gouvernement, dirigé par le Premier ministre, et à la Chambre des députés, élue au suffrage universel. Le pays est dominé par 3 grands partis. Le Parti chrétien social, centre droit, historiquement le plus puissant,
le Parti ouvrier socialiste luxembourgeois, social-démocrate, et le Parti démocratique, libéral. Ces trois partis se sont alternés au pouvoir, souvent en formant des coalitions. Les gouvernements luxembourgeois sont généralement consensuels, pragmatiques, évitant les conflits idéologiques violents. Le Luxembourg a une tradition de concertation sociale, où syndicats, patronat, gouvernement négocient ensemble. Cette stabilité politique a permis au pays de traverser les crises économiques, de s'adapter aux changements, de maintenir un niveau de vie élevé. Mais cette stabilité a aussi un revers, une certaine complaisance, un manque de débat politique vigoureux, une tendance à l'entre-soi des élites. Les mêmes familles, les mêmes réseaux dominent la politique, la finance, les médias. Le Luxembourg est un petit pays et tout le monde se connaît. Cela peut être un atout, mais aussi une limite. Sur le plan culturel, le Luxembourg a longtemps souffert d'un complexe d'infériorité. Coincé entre la France et l'Allemagne, deux géants culturels, le petit grand-duché avait du mal à affirmer sa propre identité artistique. Pendant longtemps, les écrivains luxembourgeois écrivaient en français ou en allemand pour être lus. Mais au XXe siècle, une littérature luxembourgeoise en langue luxembourgeoise émerge. Des auteurs comme Annie Scholz, Nico Helminge, Jean Portante écrivent en luxembourgeois, en français, en allemand, jonglent avec les langues, explorent les questions d'identité, d'appartenance, d'exil. Le cinéma luxembourgeois se développe aussi, avec des réalisateurs comme Paul Kruchten, Andy Bausch. Des films luxembourgeois sont sélectionnés dans des festivals internationaux. Le Luxembourg crée un fonds national de soutien à la production audiovisuelle, attire des coproductions internationales. La musique aussi connaît un renouveau. Des groupes de rock, de pop, de jazz luxembourgeois émergent, se produisent en Europe. Le Luxembourg organise des festivals de musique, comme le Sonic Visions, le Nert de Musel, qui attirent des artistes internationaux. La Philharmonie Luxembourg, une salle de concert ultra-moderne inaugurée en 2005, est reconnue comme l'une des meilleures salles d'Europe. Le pays investit massivement dans la culture, conscient que l'identité ne se réduit pas à l'économie. Le Luxembourg est aussi devenu un acteur dans le domaine spatial. En 2017, le pays adopte une loi sur l'exploitation des ressources spatiales, la première en Europe. Le gouvernement soutient des entreprises comme SES, société de satellites basée à Luxembourg, qui est l'un des leaders mondiaux des communications par satellite. Le Luxembourg veut devenir un hub de l'économie spatiale, attirer des startups, des projets de minage d'astéroïdes, de tourisme spatial. C'est une ambition audacieuse pour un si petit pays, mais elle s'inscrit dans une logique historique. Le Luxembourg a toujours su se positionner sur des niches, transformer ses faiblesses en force. Sa petite taille, au lieu d'être un handicap, devient un avantage. Réactivité, flexibilité, capacité d'innovation. Sur le plan diplomatique, le Luxembourg poinçonne au-dessus de son poids. Le pays est membre fondateur de l'ONU, de l'OTAN, de l'Union européenne. Il préside régulièrement le Conseil de l'Union européenne, organise des sommets, accueille des chefs d'État. Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre luxembourgeois, a été président de la Commission européenne de 2014 à 2019. Le Luxembourg promeut une vision fédéraliste de l'Europe, soutient l'intégration, défend les petits États face aux grands. Le pays est aussi actif dans l'aide au développement, consacrant plus d'1% de son PIB à l'aide internationale, l'un des taux les plus élevés au monde. Mais le Luxembourg fait face à des défis majeurs. Le changement climatique menace. Le pays s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, à développer les énergies renouvelables, à promouvoir la mobilité durable. Des investissements massifs sont faits dans les transports en commun. En 2020,
le Luxembourg devient le premier pays au monde à rendre gratuits tous les transports publics. Train, bus, tram. C'est une mesure symbolique et pratique pour réduire la congestion, la pollution, encourager les gens à laisser leur voiture. Mais le pays reste très dépendant de la voiture, surtout les frontaliers qui viennent travailler chaque jour. Les embouteillages sont chroniques. Les infrastructures sont saturées. Le Luxembourg doit construire de nouvelles routes, de nouvelles lignes de train, de nouveaux logements, alors que l'espace disponible se réduit. Le prix de l'immobilier explose. Luxembourg-Ville est devenue l'une des villes les plus chères d'Europe. Les jeunes luxembourgeois peinent à se loger. Beaucoup s'installent en France, en Belgique, en Allemagne et font la navette. Le Luxembourg risque de devenir une ville dortoir pour riches, où seuls les très aisés peuvent vivre. La crise sanitaire de 2020, la pandémie de Covid-19, a aussi frappé le Luxembourg. Le pays a été confiné, les frontières ont été fermées, l'économie s'est arrêtée. Mais le gouvernement a réagi rapidement, mis en place des aides massives, protégé les emplois, soutenu les entreprises. Le Luxembourg a été l'un des pays européens à tester le plus sa population, à tracer les cas, à vacciner rapidement. La crise a montré la résilience du pays, mais aussi sa fragilité. Dépendance aux flux transfrontaliers, vulnérabilité du secteur financier, besoin de diversification. Aujourd'hui, le Luxembourg réfléchit à son avenir. Comment rester compétitif face à la concurrence mondiale ? Comment préserver son modèle social face aux pressions économiques ? Comment maintenir sa cohésion face à la diversité croissante ? Comment s'adapter aux révolutions technologiques, numériques, écologiques ? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Mais l'histoire du Luxembourg suggère que ce pays sait s'adapter, sait survivre, sait se réinventer. Il l'a fait pendant plus de 1000 ans, traversant des empires, des guerres, des crises, des révolutions. Il a été tour à tour romain, franc, bourguignon, espagnol, autrichien, français, néerlandais, prussien, allemand. Il a été envahi, occupé, assiégé, partagé. Mais il n'a jamais disparu. Il est toujours là, petit, discret, souvent oublié sur les cartes, mais bien vivant, bien réel, bien souverain. Le Luxembourg est un paradoxe. Un pays qui ne devrait pas exister selon la logique habituelle des nations. Il est trop petit, trop enclavé, trop vulnérable. Il n'a pas de ressources naturelles extraordinaires, pas de population nombreuse, pas de puissance militaire. Il parle 3 langues, a été dominé par tous ses voisins, a failli disparaître plusieurs fois. Et pourtant, il est là. Et il prospère. Comment ? Peut-être parce que le Luxembourg a compris quelque chose que d'autres nations n'ont pas toujours compris. La survie ne dépend pas de la taille, ni de la force, mais de l'adaptabilité, de la diplomatie, de l'intelligence stratégique. Le Luxembourg a su se rendre indispensable. Au Moyen Âge, il était indispensable comme place forte, contrôlant les routes commerciales. Au XIXe siècle, il était indispensable pour la sidérurgie. Au XXe siècle, il est devenu indispensable pour la finance, pour les institutions européennes, pour la communication par satellite. Demain, il veut devenir indispensable pour l'économie spatiale, pour la technologie numérique, pour la durabilité écologique. Le Luxembourg a toujours joué sur ses atouts. Sa position géographique, sa stabilité politique, sa flexibilité réglementaire, son multilinguisme, sa capacité à attirer les talents du monde entier. Mais cette stratégie a un coût. Le Luxembourg est devenu dépendant de l'extérieur, dépendant des frontaliers pour travailler, dépendant des banques étrangères pour financer son économie, dépendant de l'Union européenne pour sa sécurité et sa prospérité.
dépendant des règles internationales qu'il ne contrôle pas. Si les règles changent, si l'Europe s'effondre, si les frontières se referment, le Luxembourg pourrait être en danger. Cette vulnérabilité est le prix de l'ouverture. Le Luxembourg a parié sur la mondialisation, sur l'intégration européenne, sur la libre circulation. Ce pari a été gagnant jusqu'à présent. Mais rien n'est éternel. Le monde change. Les populismes montent. Les nationalismes reviennent. Les tensions géopolitiques s'exacerbent. Le Luxembourg devra naviguer dans ces eaux troubles, comme il l'a toujours fait, avec prudence, avec pragmatisme, avec cette capacité étonnante à survivre. L'histoire du Luxembourg est aussi l'histoire de l'Europe. Elle raconte comment des identités se forment, se défont, se recomposent. Elle montre que les nations ne sont pas des entités figées, immuables, mais des constructions historiques, fragiles, contingentes. Le Luxembourg aurait pu disparaître en 1839, quand il a été coupé en deux. Il aurait pu être absorbé par la Belgique ou par l'Allemagne. Il aurait pu cesser d'exister en 1940, quand les nazis l'ont annexé. Mais il a survécu. Il a survécu parce que des gens ont choisi de le faire survivre. Parce que la grande-duchesse Charlotte a refusé de collaborer. Parce que des ouvriers ont fait grève contre la conscription. Parce que des diplomates ont négocié son indépendance. Parce que des citoyens ont voté pour rester indépendants. Le Luxembourg existe parce que des Luxembourgeois veulent qu'il existe. C'est une leçon simple, mais profonde. Les nations ne sont pas des fatalités. Elles sont des projets collectifs qui doivent être renouvelés, réaffirmés, réinventés à chaque génération. Aujourd'hui, quand on se promène dans la ville de Luxembourg, on voit toutes les strates de cette histoire. On voit les vestiges des fortifications, ces murs épais qui ont résisté à tant de sièges. On voit le palais grand-ducal, résidence officielle de la famille régnante, avec sa façade Renaissance. On voit les institutions européennes, ces bâtiments modernes de verre et d'acier qui symbolisent l'avenir. On voit les banques, les sièges sociaux des multinationales, les tours de bureaux où travaillent des milliers de personnes venues de partout. On voit aussi les vieux quartiers, les ruelles pavées, les maisons en pierre, les petites places avec leurs cafés, où l'on parle luxembourgeois, où l'on mange des plats traditionnels, comme le Judmad Gardeboenen, le cou de porc fumé aux fèves. On voit les parcs, les jardins suspendus au-dessus des vallées, les ponts qui enjambent les gorges. On entend les langues se mélanger, luxembourgeois, français, allemand, portugais, anglais. On croise des banquiers en costume, des fonctionnaires européens, des ouvriers du bâtiment, des étudiants, des touristes. Le Luxembourg est un microcosme de l'Europe, un laboratoire de la diversité, un exemple de ce que peut être un petit État dans un monde globalisé. Mais le Luxembourg est aussi un pays ordinaire, avec des gens ordinaires qui vivent des vies ordinaires. Ils vont travailler, élèvent leurs enfants, paient leurs impôts, se plaignent du temps, des embouteillages, du prix des logements. Ils regardent le football, écoutent de la musique, vont au cinéma. Ils votent aux élections, parfois s'engagent en politique. La plupart du temps se contentent de vivre leur vie. Le Luxembourg n'est pas un conte de fées, même s'il est riche et stable. Il a ses problèmes, ses inégalités, ses tensions. Les Luxembourgeois se demandent ce que signifie être luxembourgeois aujourd'hui. Est-ce parler la langue? Est-ce être né ici? Est-ce partager certaines valeurs? Ces questions sont difficiles et les réponses ne sont pas évidentes. Mais elles sont importantes car elles touchent au cœur de l'identité, de l'appartenance, de la communauté. Dans un monde de plus en plus fluide, où les gens bougent, où les frontières s'estompent, où les identités se multiplient, le Luxembourg cherche encore ce qui le définit, ce qui le tient ensemble. Et pendant ce temps, l'histoire continue. Le Luxembourg continue d'évoluer, de se transformer, de s'adapter.
de nouveaux immigrants arrivent. De nouvelles entreprises s'installent. De nouveaux projets sont lancés. Le tramway a été inauguré en 2017, reliant les quartiers de la capitale. Des quartiers entiers sont réaménagés, comme le site de Belleval, où d'anciennes usines sidérurgiques ont été transformées en campus universitaires, en centres culturels, en quartiers résidentiels. Les hauts fourneaux rouillés sont préservés comme des monuments, des témoins d'un passé industriel révolu. À leurs pieds, des étudiants travaillent dans des bibliothèques ultramodernes, des chercheurs innovent dans des laboratoires de pointe, des familles se promènent dans des parcs aménagés. C'est une métaphore parfaite de l'histoire luxembourgeoise. Respecter le passé, embrasser le futur, transformer ce qui était en ce qui sera. Le Luxembourg n'oublie pas d'où il vient, mais il ne se laisse pas enfermer dans le passé. Il regarde en avant, toujours en avant, avec cette détermination tranquille qui a permis à ce petit château sur un rocher de devenir un État souverain, respecté, prospère. L'histoire du Luxembourg est loin d'être terminée. Elle s'écrit encore, chaque jour, dans les décisions des politiciens, dans les choix des citoyens, dans les rêves des jeunes qui grandissent ici. Certains disent que le Luxembourg est un accident historique, un anachronisme qui n'aurait pas dû survivre. Mais peut-être que c'est précisément cela qui rend son histoire si fascinante. Le Luxembourg est la preuve qu'un petit pays peut exister, peut prospérer, peut avoir une voix, peut faire une différence. Il montre que la taille ne détermine pas le destin, que la vulnérabilité peut être transformée en force, que la diversité peut être une richesse, que l'ouverture au monde n'est pas une faiblesse, mais une opportunité. Ces leçons résonnent bien au-delà des frontières du Luxembourg. Elles parlent à tous les petits États, à toutes les minorités, à tous ceux qui pensent qu'ils sont trop petits, trop faibles, trop insignifiants pour compter. L'histoire du Luxembourg leur dit « Vous pouvez exister, vous pouvez survivre, vous pouvez prospérer. Il suffit d'être intelligent, d'être flexible, d'être courageux. » Voilà l'histoire du Luxembourg. Une histoire de châteaux et de forteresses, de sièges et de batailles, de dynasties et de révolutions. Une histoire de fer et d'acier, de banques et de satellites. Une histoire de langues mélangées, de cultures croisées, de frontières traversées. Une histoire de survie, d'adaptation, de réinvention. Une histoire qui commence avec un homme, Sigefroi, achetant un rocher, et qui continue aujourd'hui avec un pays qui regarde vers les étoiles. Une histoire qui montre que les petits peuvent devenir grands, non par la force, mais par l'intelligence. Que les vulnérables peuvent devenir résilients, non par la chance, mais par la détermination. Que les insignifiants peuvent devenir essentiels, non par l'héritage, mais par le travail. Le Luxembourg n'est pas qu'un pays, c'est une idée. L'idée qu'un petit territoire, coincé entre des géants, peut tracer sa propre voie. Qu'un peuple, forgé par 1000 ans de domination étrangère, peut créer sa propre identité. Qu'une nation, sans grande armée ni grande population, peut jouer un rôle dans le monde. Cette idée a traversé les siècles, a survécu aux guerres, aux crises, aux doutes. Elle est encore vivante aujourd'hui, portée par les Luxembourgeois qui habitent ce pays, qui le construisent, qui le défendent, qui l'aiment. Et tant que cette idée sera vivante, le Luxembourg existera, petit mais fier, discret mais essentiel, oublié mais inoubliable.